En enquêtant sur les syndicats, je ne m'attendais pas à atterrir dans une garden party géante organisée dans un château du XVIIe siècle. Une fête très privée. C'est le comité d'entreprise de la RATP, dirigé par la CGT, qui organise. 6000 invités de l'entreprise publique, plus nous. Personne ici ne sait que je suis journaliste. Nous filmons en caméra discrète. Dans ce parc de 75 hectares, tout est offert. Les attractions pour les enfants, les ateliers massage et les gourmandises. Clou de la journée, un concert privé avec Yannick Noah. Et Amel Bent. Coût de ce petit raout, environ 450 000 €. Petite ombre au tableau, la Cour des comptes a épinglé la gestion de l'événement par les élus syndicaux sur 4 éditions de cette fête, de 2007 à 2010. Les pièces comptables font apparaître des anomalies et des facturations anormalement élevées. Les élus de la CGT auraient notamment acheté des verres en plastique à des prix astronomiques. L'achat de verres à boisson, 9,80 € à 19,50 € le verre. Ou payer une société d'événementiel sans justificatif comptable. Le chèque de 76 352 € n'est pas accompagné de facture. La seule chose qui n'a pas coûté 1 centime dans cette garden party, c'est le château. Et pour cause. La petite histoire, c'est que le château appartient à la CGT RATP qui le met à disposition du comité d'entreprise. Ces dernières années, plusieurs affaires d'argent ont défrayé la chronique dans le monde syndical. Chez Disney, à la SNCF, à Air France ou à EDF. Souvent mise en cause, la CGT, le syndicat numéro 1. Alors que le syndicalisme est en crise, c'est une très mauvaise publicité pour ce rouage essentiel de notre vie démocratique. C'est la règle de l'opacité, c'est une forme d'omerta. Ça faisait près d'un siècle, un quart, que ces organisations n'avaient aucune comptabilité et aucun compte à rendre. Plus on a de moyens pour l'action, plus les actions sont réussies parce qu'on se prend moins la tête avec des soucis matériaux. Et oui, c'est important. On dit que l'argent, c'est le nerf de la guerre. L'argent des syndicats, c'est aussi un sujet sensible. Une dernière ? C'est bon, vous allez arrêter parce qu'on va passer à une phase autre. Alors arrêtez. Attendez, monsieur. Enquête sur la face cachée du dialogue social. Quatre mois après mon tournage à la garden party de la RATP, une polémique déstabilise la CGT. Le 29 octobre 2014, le Canard enchaîné révèle que l'appartement du numéro 1 de la CGT, Thierry Lepan, a été rénové aux frais du syndicat pour plus de 100 000 €. 130 000 € de travaux, c'est le logement de fonction de Thierry Lepan, le secrétaire général de la CGT. Révélation du Canard enchaîné qui font jaser. À 2 pas du bois de Vincennes, dans cette jolie résidence, le 80 mètres carrés refait à neuf du patron de la CGT. J'interpelle 2 passants.
Bonjour messieurs. Ah bah, c'est un beau quartier, moi qui habitais dans... Vous habitez dans le quartier? Moi j'ai habité dans le quartier. Moi. Enfin, moi, je suis surtout adhérent CGT depuis 40 ans et je peux vous assurer que j'ai un peu les boules. Quoi, quand Ah même. bon, qu'est-ce qui vous choque? On lui paye son fleurissement de terrasse, on lui paye sa cafetière Nespresso, on lui paye une télé dans chaque pièce. Enfin, c'est aberrant. C'est surtout à la CGT où on se bagarre en permanence contre tous les excès qu'on peut voir. C'est intolérable. L'affaire Le Pan a choqué. Et pas qu'à Vincennes. Dunkerque, l'un des bastions du monde ouvrier. Les salariés de cette raffinerie sont en grève depuis 5 mois pour protester contre la suppression de 177 postes, plus de la moitié des effectifs. Sur le parking, devant l'usine, cette baraque recouverte de bâches et de pneus, c'est le piquet de grève, le QG de la lutte. Michael Desmadrilles, 17 ans d'ancienneté, est le représentant de la CGT. C'est là qu'on a choisi de s'installer pour être visible de la direction, parce que le bureau du directeur est juste en haut sur le coin, et donc il ne peut pas nous louper. Bon, on va commencer. Merci d'être là. On a un gros travail à faire, les copains. Très clairement, on est confronté à un mur. Sauf qu'on est à la CGT ici, et quand on n'est pas d'accord, on bloque l'organisation, et on fait en sorte qu'ils révisent leur position. Que les personnes qui se positionnent en faveur du mouvement de grève lèvent la main. Les pour. Les contre. Merci les copains, bravo. Ici, la CGT a recueilli 70% des suffrages aux dernières élections dans l'entreprise. De toute façon, ici, à la raffinerie, ça a toujours été la CGT qui était leader. C'est vraiment eux le baromètre, quoi. Ils vont nous dire ce qu'on doit faire. Et de ce fait-là, moi j'ai entièrement confiance en eux. Pour financer le mouvement, c'est Système D. On brûle du pneu parce que c'est le comburant le plus facile à trouver et qu'il y a de la ferraille dedans. On l'évacue, on va à la ferraille et puis on a un petit chèque et puis le chèque est mis dans le pot commun et ça nous permet de financer un petit peu les soupes, tout ce qui est chaud pour tenir, quoi. Le piquet de grève, c'est assez loin de la vie de château. Là, on va passer à l'intérieur pour voir le petit côté douillet. Bon, c'est pas douillet pour tout le monde, hein, mais pour nous ça va. Là c'est notre petit coin chaud pour passer les moments difficiles. Donc à l'image ça se voit pas mais il fait très bon ici. Parce qu'on a une chaudière, vous pouvez regarder, avec un fût de 200 litres, un petit plancher, on brûle. Pour tenir la baraque 24 heures sur 24, les grévistes font les 3-8, à tour de rôle, comme à l'usine. Un moitié s'il te plaît. Tu l'as sorti Jean-Claude. Pour décompresser, ils jouent aux fléchettes. J'essaie. Ah, bah c'est à... Allez-y. Il faut que je me mette là, c'est ça? Au très bleu. Voilà. Sur le poteau. Ah ouais. Voilà. Voilà, c'est parti. Pour moi, c'est un jeu. Mais pour eux, c'est une manière de gérer le stress, en attendant de savoir s'ils vont être licenciés. Ça fait du bien. Ça permet de relâcher un peu la pression. Parce que c'est pas forcément évident tous les jours. C'est ça, vous voulez taper sur le patron. C'est un exutoire collectif, convivial. Ça passe par déconner, par dire des conneries, et puis par emmerder le patron en brûlant des palettes et en criant « ouh, voyou » quand il passe. Mais ça fait du bien. Bon, c'est parti. Michael Desmadrilles nous emmène dans le local permanent de la CGT, de l'autre côté de l'usine. Donc avec Guillaume, le secrétaire du CHSCT, et Christophe, le trésorier du syndicat, qui s'occupe des adhésions, toute la partie financière du syndicat. Avec ses 90 adhérents, à 10 ou 15 euros par mois, il arrive à réunir 16 000 euros par an. Comme toutes les autres sections CGT de France, il doit en reverser les 2/3 au siège de l'organisation, à Montreuil. Sa section vit toute l'année avec les 5 000 euros restants. Que pense Michael de l'affaire de l'appartement de Thierry Le Pan? Et quand vous voyez par exemple que Monsieur Le Pan il a nommé son appartement à 105 000 euros, avec cet argent peut-être? Avec cet argent, certainement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bah, ça fait mal au cul, parce que on se dit, c'est pas nos valeurs. Et en même temps,
Ça ne nous surprend pas plus que ça, parce que quel que soit l'organisme, que ce soit un syndicat, une entreprise, un parti politique, dès qu'on se détache de la base, dès qu'on perd le concret, finalement l'argent perd de sa valeur, on les repère, on les perd aussi. Un mois plus tard, Michael Desmadries obtiendra la sauvegarde de 29 emplois sur 177 et des indemnités pour tous les licenciés. Que dit la direction de la CGT sur les frais de rénovation de l'appartement de Thierry Lepant? J'ai rendez-vous au siège, à Montreuil. Dans le hall monumental, des affiches à la gloire des grandes heures du syndicat, dans le plus pur style stalinien. La CGT, un syndicat rouge, pur et dur, qui ne pactiserait pas avec le patronat. Au fait de sa puissance, dans les années 50, la centrale revendiquait 4 millions d'adhérents. Il n'en reste que 690 000, mais la CGT est toujours le premier syndicat de France. À 9h30, il y a rencontre des secteurs parisiens sur le fret en Ile-de-France. Au siège, 1000 salariés font tourner la machine. J'ai rendez-vous au 8e étage avec Philippe Martinez, le nouveau secrétaire général qui a succédé à Thierry Lepant. Bonjour. Il nous fait visiter son bureau avec terrasse privative. Ce bureau et cette terrasse, ils ont connu 1, 2, 3, 4, 5, 6 secrétaires généraux de la CGT. Henri Krasucki, qui a un passé de déporté, de résistant. C'est parfois impressionnant de succéder à des camarades qui ont une telle histoire. Il tient à me montrer son ancien badge de technicien chez Renault. Voilà. Ah. Vous voyez ? D'accord. Ah Sauf oui, d'accord. Il y a même mon matricule, 175 557 84. Ici, ça va ? Il admet que l'affaire Lepant a fait du tort à l'image du syndicat. Quand les militants apprennent qu'on a engagé des travaux pour une somme de 150 000 euros environ pour rénover un appartement qui ne nous appartient pas, il y a des questions qui se posent. 150 000 euros pour des camarades que j'ai croisés en province, c'est plus que le prix de leur maison. Donc forcément, ça choque. Ça vous a choqué personnellement ? Ça m'a choqué comme les autres. Ça m'a choqué comme les autres, et donc c'est pour ça qu'il y a besoin de transparence. 2 semaines après cette interview, une enquête interne de la CGT a blanchi Thierry Lepant. Il n'aurait pas été au courant du montant des travaux. La CGT dispose d'un budget d'environ 42 millions d'euros par an. Donc aujourd'hui, la CGT, elle a besoin d'argent ? Il y a toujours besoin d'argent. Plus on a de moyens pour l'action, plus les actions sont réussies, parce qu'on se prend moins la tête avec des soucis matériaux et on s'occupe juste de discuter avec les salariés pour qu'ils soient dans l'action. Oui, c'est important. On dit que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, de la vie syndicale, c'est aussi la cagnotte des comités d'entreprise, qu'on appelle aussi les CE. En France, dans chaque entreprise de plus de 50 salariés, l'employeur a pour obligation de financer les œuvres sociales des salariés via un comité d'entreprise qui propose des spectacles, voyages et centres de vacances. Depuis 1945, les CE sont gérés par les syndicats, avec des risques de dérive. Nous avons décidé de nous intéresser à l'un d'entre eux, le CE de la RATP. Il a été épinglé par la Cour des comptes, qui accuse les responsables de la CGT d'avoir mal géré des centres de vacances de 2004 à 2010. Exemple dans les Hautes-Alpes, à Serre-Chevalier, au Chanteneige. En 2006, les responsables CGT du comité d'entreprise de la RATP achètent et font rénover ce centre de vacances. Facture, environ 8 millions d'euros. Pourtant, aujourd'hui il est fermé.
et il n'a accueilli aucun vacancier depuis 2010. Je sais pas trop lequel c'est. Ah, et je vois de la lumière. Ah. Le gardien est là. Tu peux baisser? Bonjour. S'il vous plaît. Bonjour C'est messieurs. un centre privé, c'est... Je voudrais juste vous poser 2-3 questions. Vous sortez de là. Et vous êtes salarié du comité d'entreprise? Oui, donc vous sortez d'ici, c'est propriété privée. Pourquoi c'est fermé depuis 5 ans ce centre? Pour des raisons techniques. Monsieur, 2 petites secondes. Monsieur? Des raisons techniques, ou plutôt des travaux bâclés. C'est ce que me révèle l'ancienne directrice du Chanteneige, Françoise Pendu. Je pense que le premier été, il y a une famille que j'ai dû mettre à l'hôtel, un hôtel à l'extérieur, parce qu'il y avait des odeurs pas possibles dans une chambre du 5e. Il y a eu aussi une fois où une vacancière est descendue complètement folle à l'accueil. La douche, la salle de bain et une partie de la chambre étaient inondées par ce qui sortait des toilettes de la chambre du dessus. Et voilà. Donc. Je vais vous montrer donc les photos. Françoise Pendu a mené sa petite enquête. Les malfaçons se comptent par dizaines et posent de gros problèmes de sécurité. Elle a par exemple pris des photos d'inondations à répétition près des circuits électriques. Là, il y a une vanne qui avait lâché dans le faux plafond. Donc là, c'est complètement le plafond. C'est le plafond qui est tombé. Ça, c'est la fosse de l'ascenseur, un jour d'inondation. Donc, voilà, sachant que dans le fond de cette fosse, il y a un contact électrique et un néon. Je suis arrivée au sous-sol, c'était noir. J'ai mis les pieds dans 3 cm d'eau. On m'a dit après que j'avais eu de la chance parce qu'il y aurait pu avoir un contact électrique. Et en mettant le pied dans l'eau, mais bon, ça s'est bien terminé. Hein. Bon, on me fait ça chez moi, je paye pas, quoi. Ouais. Le comité d'entreprise de la RATP, lui, a payé. Dans son rapport, la Cour des comptes pointe les risques pour la sécurité des personnes. De nombreux défauts, désordres, malfaçons et non-conformités. Elle met en cause les responsables syndicaux du comité d'entreprise dans le choix de l'entrepreneur et des sous-traitants. Elle évoque un appel d'offres qui peut être qualifié de fictif. Et le plus étonnant, c'est que les élus syndicaux vont commander l'année suivante un autre chantier à la même entreprise. Une nouvelle fois, la Cour des comptes s'interroge. La décision de continuer à travailler avec eux en dépit de défaillances graves et signalées pose la question des critères de sélection. Nous avons joint un des élus mis en cause. J'aurais aimé savoir en fait pourquoi vous avez continué de travailler avec la même entreprise au vu des nombreuses malfaçons qu'il y a eu à Serre-Chevalier au Chanteneige. Le Chanteneige, il a été fait dans les normes, avec des certificats béton, avec des certificats de construction. Les malfaçons, elles viennent uniquement d'une chose, il y a des pièces de plomberie en bronze qui ont été faites en Chine, malheureusement, et quand ça pète, ces pièces d'eau, effectivement, ça crée après des fissures. Voilà, c'est tout. Mais dans la construction, il n'y a pas une malfaçon. Un petit problème de plomberie qui a finalement coûté très cher au CE de la RATP et qui pose la question de la rigueur dans la gestion des travaux du Chanteneige par les élus de la CGT. Nous avons interrogé le secrétaire général Philippe Martinez sur la question. C'est un centre de vacances du comité d'entreprise de la RATP. Les élus de la CGT ont dépensé un peu moins de 8 millions d'euros pour ce bâtiment et aujourd'hui il est fermé pour malfaçon. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne suis pas au courant de cette affaire. Eh ben, je vous la mène. Je ne connais pas l'affaire. Faites confiance à mes infos, je vais vous citer la Cour des comptes si vous le permettez. Je ne fais pas toujours confiance au rapport de la Cour des comptes. Ces négligences dans les travaux initiés par le comité d'entreprise de la RATP cacherait-elle autre chose ? C'est le soupçon de la Cour des comptes qui évoque un système de fuite des fonds. Car l'affaire du Chanteneige n'est pas un cas isolé. Je vais le découvrir en me rendant dans un autre centre de vacances du CE de la RATP. À Vallières, en Corrèze, le château du Plat. Nous sommes en décembre, le lieu est vide.
Mais l'été, il accueille des colonies de vacances pour les enfants des agents de la RATP. Personne. Ça n'a pas l'air d'être utilisé, quoi. Il n'y a personne. Je cherche un interlocuteur. Je tombe sur le gardien du château. Michel Lenoir. Bonjour. C'est vous qui vous occupez du château de la RATP ? Oui, normalement. Du comité d'entreprise de la RATP. Oui. D'accord. Est-ce que vous auriez quelques minutes à m'accorder éventuellement ? J'ai 2-3 questions à vous poser. Oh, ça peut se faire. L'intérieur, Ah bah vous êtes équipé, hein. L'intérieur, c'est propre. Ici, les élus du comité d'entreprise de la RATP voulaient refaire la toiture et les fenêtres. Ils ont lancé un appel d'offres. L'entreprise retenue n'a finalement changé que les fenêtres. Et les travaux sont calamiteux selon le gardien. Ils ont été bien installés par l'entreprise ? Oui, elles sont installées, mais les fenêtres, elles n'ont pas d'aération. Elles n'ont pas d'aération. Et elles ferment toutes correctement Oui, à part une qu'on ne peut pas ouvrir parce qu'ils l'ont posée à l'envers. Ils l'ont posée à l'envers ? Ah bon ? C'est possible ça quand on est entreprise de bâtiment de poser les fenêtres à l'envers ? Oui, mais c'est normal alors. Comme au Chanteneige, cela n'empêchera pas les élus du CE de retravailler avec la même entreprise l'année suivante. C'est une entreprise de gougnafier, comme on dit chez nous. C'est ni fait ni à faire. Les ouvriers qui travaillent, c'est pas des ouvriers, c'est des manœuvres. Hein. Au final, les travaux de toiture, ils n'ont toujours pas été refaits, quoi. Mais non, il n'y a rien de fait. Mais si on refait la toiture, il faut redémonter les fenêtres. Donc c'est un investissement qui n'a pas d'intérêt. Au total, le remplacement de 24 fenêtres aura coûté 109 000 € au comité d'entreprise. Dans son rapport, la Cour des comptes écrit: La piètre qualité des prestations a déjà donné lieu à des travaux et dépenses supplémentaires. Elle va même jusqu'à parler de surfacturation. Certaines prestations ont été estimées à des prix très supérieurs à ceux résultant des devis d'autres entreprises consultées. Dans les 2 centres de vacances, les entreprises n'ont clairement pas été choisies pour leurs compétences. Alors pourquoi ? Vous êtes à quel niveau là ? Un responsable du CE de la RATP accepte de témoigner pour la première fois. Bonjour. Ça va ? À visage caché. Nous l'appellerons Denis. Il n'était pas en poste au moment du chantier de Vallières, mais il confirme l'existence, au comité d'entreprise de la RATP, de pratiques de surfacturation en échange de rétrocommissions. Si vous avez des travaux pour 100 000 €, en réalité, on va demander à l'entreprise de faire une facture de 110 000 €. Les élus syndicaux du CE veulent par exemple faire des travaux pour 100 000 €. Ils choisissent une entreprise à condition qu'elle surfacture le devis à 110 000 €. Selon Denis, le surplus, les 10 000 €, irait dans les caisses de la CGT. C'est ce qu'on appelle une rétrocommission et que la Cour des comptes évoque quand elle parle de système de fuite des fonds. Pour dissimuler ces rétrocommissions, il y aurait des astuces. La plus courante consisterait à facturer pour le même montant des publicités dans des journaux syndicaux. L'entreprise, les 10 000 € supplémentaires qu'elle a touchés, elle va les reverser à un journal qu'on lui aura désigné en payant un encart publicitaire. C'est pas illégal pour un prestataire de financer une publicité ? Non. Dans les apparences, toute la légalité est respectée. Ce qui est légal, c'est de faire en sorte de faire des surfacturations de 10%. Ça, c'est vraiment illégal. C'est-à-dire que c'est l'argent du comité d'entreprise qui va dans les caisses de la CGT via des publicités. Exactement. C'est exactement le processus. C'est un vieux classique. En 2010, un chef d'entreprise a dénoncé ces pratiques devant la Cour des comptes et la brigade financière. J'ai réussi à le retrouver. J'ai effectué des travaux, j'ai été sollicité pour une insertion publicitaire dans un magazine à connotation politique, on va dire. Je lui dis, ok, mais je pense que c'est un coût, effectivement, c'est 10% de votre
de la facturation. C'était 10% des travaux réalisés. Ça sentait mauvais. Vous voyez ce que je veux dire? L'entretien, je sais pas, je le sentais pas ce truc-là. Y a-t-il eu des rétrocommissions lors des travaux au château du Plat, à Vallières? Je me rends chez l'entrepreneur qui a posé les fenêtres à l'envers. Je tombe sur son fils. Bonjour monsieur, je vous cherche. J'enquête sur le comité d'entreprise de la RATP. Et j'aurais aimé lui poser quelques questions s'il est dans les parages. Il n'est pas là pour l'instant. Il n'est pas là? Pendant 2 heures, je patiente dans ma voiture. Je finis par joindre l'un des associés de l'entreprise. Je ne sais pas qui peut vous raconter ça, mais enfin, c'est un sujet tout à fait un petit peu épineux, donc on n'a pas à en parler. Vous entendez qu'il s'est passé quelque chose quand même? Non, je ne souhaite pas en parler, non. Allô? J'ai retrouvé une ancienne membre du comité d'entreprise de la RATP, présente lors des travaux au château du Plat. Elle met en cause un collègue qui a participé à l'appel d'offres. Il avait l'habitude d'appeler les entreprises et d'exiger un pourcentage pour fidéliser le partenariat. Et ça veut dire quoi, fidéliser le partenariat? C'est un terme utilisé par lui. Fidéliser, c'était les versements. C'est pour la CGT, puis voilà. Nous avons contacté cet élu syndical. Aujourd'hui, il n'y a pas qu'un, il y a plusieurs salariés, anciens salariés du comité d'entreprise qui disent que vous étiez parfois le seul à choisir les fournisseurs. Écoutez, ils disent ce qu'ils veulent dire. Qu'est-ce que vous répondez à ces assertions? Au revoir, madame. Allô? Personne ne veut me parler. Je décide de me rendre sur place. Le fameux comité d'entreprise de la RATP se trouve à Bagnolet, en région parisienne. Je vais tenter d'interpeller son plus haut responsable, Jean-Michel Hureau, le secrétaire général. Surprise, dans le hall, je tombe nez à nez avec lui. Monsieur Hureau? Au moment des travaux du Champ-Neige et du Château du Plat, il était secrétaire général adjoint du CE. Je vous ai reconnu sur la photo. Oui, mais... Je peux juste vous dire un petit peu ce que j'ai trouvé durant mon enquête. J'ai recueilli un certain nombre de témoignages de salariés du comité d'entreprise de la RATP qui valident un certain nombre de dysfonctionnements constatés par la Cour des comptes en 2011. Donc voilà, je voulais vous poser des questions par rapport à ça. C'est pas la peine. Simplement, arrêtez. Moi j'ai des témoins en fait qui me disent qu'une partie de l'argent du comité d'entreprise servirait à financer la CGT. Voyons, puis quoi encore? J'ai des témoignages aussi de salariés qui me disent que le secrétaire général et le trésorier en l'occurrence décident seuls du choix des fournisseurs et leur demandent de reverser une commission en échange d'un marché. Vous avez pas de bêtises à dire. Même la non, Cour je vous pose la question, je suis pas là pour dire des bêtises, moi j'ai recueilli un certain nombre de témoignages. Même la Cour des comptes n'a pas osé écrire ça. Et la Cour des comptes dit qu'il y a un système de fuite de fonds. Elle aurait largement dit si c'était avéré. Mais elle l'a dit, hein. Enfin, je vous montre, c'est écrit ici, regardez. Et regardez, non mais juste... Vous arrêtez parce qu'à un moment donné, je vais me fâcher. Non mais monsieur Hureau, simplement... Je vous invite à arrêter. Je ne répondrai à aucune question. Une dernière? Je ne répondrai à aucune question. Mais vous m'avez répondu là. Là où j'arrête, oui, parce que vous faites des affirmations. Non, je ne fais pas des affirmations, je vous pose des questions selon les témoignages et les éléments que j'ai pu recueillir. Mais prenez les témoignages que vous voulez. Après la justice, les éléments où on ira s'exprimer, ce sera sur des faits factuels. Du factuel, j'en ai découvert justement. Dans un document confidentiel établi en 2012 par l'expert comptable du CE, il apparaît que plus de 264 000 € des comptes de l'année 2004 n'ont pu être reliés à des justificatifs. Moi, j'ai récupéré un document justement où il manque 264 000 € dans les caisses. Comment vous expliquez des questions qui dérangent au comité d'entreprise de la RATP? 2 secondes, sinon la caméra vole. Attendez, mais nous touchez pas. Vous ne touchez pas d'abord. D'autres élus de la CGT du comité d'entreprise de la RATP arrivent à la rescousse. On va sortir. Attendez, monsieur. J'ai arrêté ici. C'est bon. Vous arrêtez. Non, j'arrête. Moi, là, on est sur la voie publique. Voilà. Ah bah je vous connais pas madame, je suis désolé. Non, rien du tout, j'ai pas de temps à perdre avec vous. C'est dehors. Vous nous menacez.
comme pas ça. Filme pas, t'as compris? Arrêtez, pas. Calmez-vous là. On se calme. On se calme là maintenant. On se calme. Ok? Arrête tes conneries. Arrête. Un coup de pied en guise d'au revoir. Nous n'aurons pas plus d'explications sur les dysfonctionnements du CE de la RATP. La Cour des comptes regrette que la direction de l'entreprise publique ne soit jamais intervenue. La RATP n'exerce pas son pouvoir de contrôle. Qu'en pense Pierre Mongin, le PDG de la RATP? J'ai eu comme seule réponse un mail de la direction de la RATP précisant que la capacité de contrôle n'était pas à l'époque prévue par la loi. J'ai trouvé cette réponse un peu légère. Je profite d'un colloque à Paris pour aller à la rencontre de Pierre Mongin. Bonjour Monsieur Mongin, excusez-moi de vous interrompre. Lamia Bellassène, je suis journaliste pour Canal+. Est-ce que vous avez 2 petites minutes pour répondre à des questions en fait sur le comité d'entreprise de la RATP? J'ai juste une question à vous poser en fait, savoir pourquoi en fait vous n'avez pas fait usage de votre pouvoir de contrôle. Monsieur Mongin, s'il vous plaît. Oui, je sais. Là encore, nous n'obtiendrons pas plus de réponses. Beaucoup de patrons semblent fermer les yeux sur les dérives de leur comité d'entreprise. À la SNCF et à EDF, les directions ne se sont pas portées partie civile dans les procès pour abus de confiance. À Disneyland, la direction a même été jusqu'à renflouer les caisses du comité d'entreprise, malgré des soupçons de détournement de fonds. Denis, le responsable du CE de la RATP, a son explication sur l'attitude de Pierre Mongin vis-à-vis de la CGT. Le comité d'entreprise de la RATP, c'est le moyen de huiler les relations sociales. Donc la RATP admet qu'elle laisse ce fromage-là à la CGT, parce que je suppose qu'on est dans le maintien d'une paix sociale. Ça veut dire quoi la paix sociale? Ça veut dire qu'on est dans un système de donnant-donnant institutionnel. La CGT fait ce qu'elle veut du comité d'entreprise. Et de l'autre côté, sur un certain nombre de dossiers, la CGT va accepter d'en regarder ailleurs. Suite au rapport de la Cour des comptes sur les dysfonctionnements au CE de la RATP, la justice a ouvert une enquête pour abus de confiance et mise en danger d'autrui. Quand on parle d'argent des syndicats, la mauvaise gestion n'est pas la seule pratique qui fait polémique. Pour de l'argent, des syndicalistes iraient même jusqu'à briser des grèves. Des femmes de chambre d'un grand palace parisien en ont été témoins. En 2013, elles se mettent en grève pour obtenir de leur employeur, une société de nettoyage, de meilleures rémunérations. On n'est pas du tout payé comme une femme de chambre dans d'autres palaces. C'est pour ça qu'on est en colère et on veut que les gens sachent un petit peu le côté caché du parc Hayat qui est tout beau, tout fleuri dehors. Leur porte-parole est un responsable de la CGT, Claude Lévy. Le prix des chambres, ça varie de 950 € la nuit à 16 000 € la nuit. 16 000 €, c'est à peu près le salaire annuel d'une femme de chambre qui travaille dans cet hôtel. Claude Lévy se rappelle très bien de ce conflit. Selon lui, d'autres membres de la CGT ont tenté de casser la grève des femmes de chambre. Que viennent dire les représentants de la CGT aux femmes de chambre? Ils viennent leur dire, il ne faut pas faire grève, on va discuter avec le patron, on va trouver des solutions, ne vous inquiétez pas, etc. etc. Et donc, clairement, ils sont venus pour faire arrêter le conflit. Pourquoi certains militants CGT auraient-ils tenté de briser la grève? D'après des témoignages, les sociétés de nettoyage financeraient la CGT pour acheter la paix sociale. C'est la conviction d'un avocat que nous avons rencontré à l'occasion d'une affaire judiciaire
il a trouvé des chèques versés par de grandes sociétés de nettoyage à la CGT. Vous avez par exemple ces chèques, c'est les chèques. Donc là, c'est quoi? C'est alors 6 000 € syndicat CGT Propreté. Propreté, voilà. Donc vous avez un montant de 5 000 € comme don. Les plus gros sont signés Veolia. Ou encore Gomme Propreté. Ça représente beaucoup d'argent? Ah bah oui, c'est beaucoup d'argent, parce que c'est des sommes. Vous avez des sommes 5 000 €, 9 000 €, 10 000 €. Le cumul de ces sommes font quand même un montant considérable. Au total, entre 2007 et 2009, la CGT Propreté aurait reçu au moins 25 000 € des sociétés de nettoyage. Officiellement, ce sont des dons, comme on le voit sur ce reçu, pour 2 000 € d'une autre société de nettoyage. Des versements légaux, mais intéressés selon l'avocat. Pourquoi ces entreprises acceptaient de faire ces dons-là au syndicat CGT? Les dons qu'elles font ces sociétés-là, c'est pour acheter la paix sociale. En point, c'est tout. Ces entreprises vont rappeler, notamment aux syndicalistes, que, écoutez, nous vous faisons des dons, vous le savez très bien. Donc, si vous continuez cette grève, vous n'aurez plus de dons. Nous avons contacté plusieurs fois les entreprises émettrices. Elles n'ont pas su nous répondre. Quant à la CGT Propreté, aurait-elle accepté de mettre de l'eau dans son vin en échange de ses dons? J'ai voulu poser la question à son secrétaire général, François Ndjandjika. J'ai tenté de l'appeler, sans succès. Le secrétaire général du syndicat de la propreté n'a pas voulu répondre à mes demandes d'interview. Donc j'ai décidé de venir le chercher sur son lieu de travail. Et son local syndical se trouve dans ce bâtiment, on a la Bourse du Travail. Je patiente plus de 4 heures devant la Bourse du Travail. 15 heures, François Ndjandjika arrive au bureau. Bonjour. Bonjour monsieur Ndjandjika. Je peux vous poser une question s'il vous plaît? Excusez-moi monsieur Ndjandjika, 2 petites minutes. Juste, est-ce que vous trouvez ça normal, vous, que des sociétés de nettoyage fassent des chèques à votre syndicat? Monsieur Ndjandjika? Juste, il peut répondre. Enfin, monsieur Ndjandjika, on est journaliste pour Canal+, mais j'ai même pas eu le temps de m'expliquer. Mais écoute, excusez-moi, monsieur Ndjandjika, on a récupéré... Filmer sans autorisation, hein. Vous êtes dans un lieu public. On a juste besoin de poser une question. Filmer ici sans autorisation. Donc, on est censé vous évacuer, vous arrêtez votre caméra. Je retourne à Montreuil, au siège de la CGT, pour rencontrer le supérieur de François Ndjandjika, Tony Aubois, le numéro 1 national de la branche propreté à la CGT. Lui a accepté de nous recevoir. Est-ce que vous avez des subventions du patronat, par exemple, qui vous aident justement à financer vos luttes et les syndicats? Alors, ce serait pour nous absolument une erreur fondamentale d'accepter quelques sources de financement en dehors de celles des syndiqués. J'ai récupéré des chèques. Là, par exemple, on a 6 000 € Veolia Propreté pour la CGT, 5 000 € pour Gomme Propreté. Ça, c'est pas possible, on est d'accord? Non, mais c'est clair. Il n'y a pas d'autre discours. Une société comme Gomme Propreté ou Veolia Propreté fait un chèque. Vous pensez qu'elle attend quoi, en fait, de la CGT en retour? Certainement qu'ils attendent quelque chose derrière, qui est complètement inverse à ce qui peut être un syndicalisme revendicatif au service des travailleurs. Ça, c'est absolument anormal comme attitude. C'est évident. Je décide ensuite de présenter les chèques au numéro 1 de la CGT, Philippe Martinez. Veolia Propreté à la CGT, destiné à la CGT. On a Gomme Propreté aussi qui donne 5 000 €. Quand vous voyez sur un chèque à côté de Veolia la CGT, ça vous fait quoi? Est-ce que ça vous choque? Je vous ai dit que dans les droits syndicaux qui sont négociés... Non, mais là on parle clairement d'achat de la paix sociale, puisque au syndicat de la propreté, en l'occurrence, les militants cassent ces grèves. Eh bien, si c'est le cas, c'est grave.
Et il faut que la CGT réagisse de ce point de vue-là. À ce jour, François Ndjandjika n'a pourtant rien changé dans les statuts de la branche CGT Propreté. Elle peut toujours recevoir des dons d'entreprises, y compris de celles du nettoyage. C'est même prévu noir sur blanc. Les dons de quelque nature que ce soit sont acceptés. Les femmes de chambre du Grand Palace parisien, elles, ont tout de même fini par avoir gain de cause. Après 6 jours de grève, grâce au soutien de Claude Lévy, l'autre représentant de la CGT, elles ont obtenu un 13e mois et un nouveau calcul de leur rémunération. Le syndicalisme est souvent affaire d'engagement individuel. Mais des liens d'argent ambigus entre patrons et représentants de salariés viennent parfois troubler le jeu. C'est l'histoire de Vincent, délégué du personnel CGT dans une entreprise de transport. Syndicaliste déterminé pendant 10 ans, il avoue aujourd'hui, du bout des lèvres, avoir laissé tomber ses collègues contre un gros chèque. Un témoignage rare. J'ai rendez-vous avec lui sur un parking. Vous tenez vraiment à votre anonymat ? Ah bah oui, je tiens à l'anonymat complet par rapport aux suites qu'il pourra avoir. À la veille d'un plan social, assorti de nombreux licenciements, la direction de son entreprise le convoque. Ils voulaient faire leur plan social, mais dans le plus calme possible, qu'il n'y ait pas de grève qui se fasse, qu'il n'y ait pas de meneurs. En plus, meneurs syndicats, c'est encore pire parce que on a des avocats, en tant que syndicat, on a beaucoup d'aide. Donc les patrons me craignaient en tant que délégué CGT de l'entreprise. Moi, je sais que j'aurais foutu un sacré boxon par rapport à ça. On aurait bloqué les autoroutes, on aurait bloqué la route, on aurait appelé tous les médias, on aurait fait un sacré bazar. Son patron souhaite le voir partir. Problème, en tant que délégué du personnel, Vincent est un salarié protégé. Son patron lui propose un marché. Le patron me donne 150 000 € pour partir. Il me demande de signer justement une lettre comme quoi je démissionne de mes mandats syndicaux. Vincent signe une rupture conventionnelle, procédure tout à fait légale. Il m'apprend qu'il aurait dû toucher beaucoup moins s'il était parti dans les mêmes conditions que ses collègues, suite au plan social. Je partais avec, comme tout le monde, entre 10 et 15 000 €. Vous avez choisi le 10 fois plus, là. Ah tout à fait, ouais. Il n'y a pas photo. Il me propose une somme que aucun salarié se permettrait de refuser. En échange de cette indemnité, il s'interdit entre autres d'intervenir dans tout litige susceptible d'opposer l'entreprise à un salarié, à un ancien salarié ou à une organisation syndicale. Je suis parti le vendredi, j'ai signé les papiers. Le lundi, le plan social était posé sur la table. Vous n'avez pas l'impression d'avoir trahi vos collègues salariés ? Je les aurais trahis si je serais parti pendant la bataille. Aujourd'hui, j'ai toujours dit à mon patron, si tu as quelque chose à me donner, donne-le-moi hors bataille. Vous les avez un peu laissés tomber, non ? J'ai laissé tomber, on va dire. Je les ai laissés tomber sans les laisser tomber. C'est à eux de se faire une bataille comme moi j'ai bataillé pendant toutes ces années-là avec eux. Donc ils savaient comment il fallait faire. Pour moi, nul n'est irremplaçable. Vous avez été acheté ? Bien sûr, j'ai été acheté. Aujourd'hui, une fois qu'on propose une somme comme ça, on a été acheté. Selon lui, des délégués d'autres syndicats auraient également accepté de l'argent avant le plan social. J'étais pas tout seul. Il y a des camarades de la CGT qui sont partis, voire même des camarades de la CFDT aussi. Et ils ont aussi touché les chèques, comme vous ? Ils seront jamais partis sinon. Ils seront jamais partis. Face au pouvoir de l'argent, Philippe Martinez, le numéro 1 de la CGT, se dit démuni. Comment vous pouvez garantir que vos militants ne se fassent pas acheter par le patronat ? On n'a aucun moyen. Mais vous êtes secrétaire général de la CGT, mais vous n'avez aucun moyen de vérifier que vos militants, aujourd'hui, ne se fassent pas acheter par le patronat. Il y a 690 000 syndiqués. On n'a pas de police secrète ou de police clandestine à la CGT. Nous, ce qui compte pour nous, c'est que dans les syndicats, avec la démocratie syndicale qui est pratiquée à la CGT, ce genre d'affaires ne puisse pas arriver. Et quand elles arrivent,
eh bien, on agit et on fait en sorte que ça s'arrête immédiatement. En 2011, le député centriste Nicolas Perruchot a voulu faire toute la lumière sur le trésor de guerre de l'ensemble des syndicats. 4 milliards d'euros par an, dont un tiers d'argent public. Lors d'une commission d'enquête parlementaire sur la question, il auditionne les responsables syndicaux et a bien du mal à obtenir des informations. C'est la règle de l'opacité, c'est une forme d'omerta. Ça faisait près d'un siècle, un quart, que ces organisations n'avaient aucune comptabilité et aucun compte à rendre. Ça a été assez mal vécu par les partenaires sociaux à l'époque, qui n'aimaient pas le mot enquête ou commission d'enquête. Pourquoi vous, parlementaires, vous voulez absolument mettre le nez dans nos affaires? Parce qu'on a le droit, tout simplement, et parce qu'on est élus pour ça, on représente le peuple. Ça leur avait un tout petit peu échappé. C'est un peu dommage, parce que eux qui sont les chantres de la démocratie sociale, il faudrait qu'ils soient aussi les défenseurs de la démocratie politique. La commission rédigera tout de même un rapport sévère. Les députés évoquent une extrême complexité dans les circuits de financement, ouvrant la voie à de possibles dérives. Ils proposent 29 mesures pour professionnaliser les comptes et garantir leur transparence. En décembre 2011, coup de théâtre. Le rapport Perruchot est interdit de publication par les députés eux-mêmes. Un cas unique sous la Ve République. Où est votre rapport ? Il est à la poubelle, parce que la décision qui a été prise la semaine dernière par les membres de la commission d'enquête a été le rejet du rapport. Eh bien, le mot d'ordre a été pour l'UMP, puisque c'est ce groupe qui m'a lâché, de s'abstenir sur le vote, ce qui fait que je me suis retrouvé malheureusement seul face au vote contre du Parti socialiste. C'est incroyable ce que vous êtes en train de nous dire. Ça veut dire qu'on ne connaîtra jamais les conclusions de votre enquête. Ça veut dire que les 700 pages du rapport sont parties à la poubelle, au broyeur, et qu'en tant que rapporteur, je n'ai pas l'autorisation de communiquer sur ce sujet-là aujourd'hui. Le jour de l'enterrement du rapport, seuls 9 députés sur 30 étaient présents. Selon Nicolas Perruchot, le PS et l'UMP ont tout fait pour les dissuader de voter pour. Juste avant le vote, ils ont encore reçu des messages qui étaient « tu ne votes pas, tu ne votes pas ». Ça s'est joué à quelques secondes avant le vote. Ils ont eu la pression jusqu'au bout. Membre UMP de la commission, Patrick Calmejane confirme les pressions. Vous, qu'est-ce que vous avez voté au moment de l'adoption ? Je suis abstenu. Et pourquoi ? On nous a demandé gentiment, un petit peu avant le vote, de sortir, et puis on nous a dit ah non, mais il y a trop de problèmes, faut pas le faire accepter. Donc quelques minutes avant le vote, voilà, on vous fait passer ce mot. On a un dialogue direct, il n'y a pas de mots comme ça, il n'y a pas de traces. C'est encore mieux. Et qui vous demande ça ? Les représentants du groupe. On nous a dit clairement que ça venait de l'Élysée, en disant il y a des discussions actuellement avec les syndicats et l'Élysée ne souhaite pas enflammer le sujet. En 2011, Nicolas Sarkozy est président de la République. Même si en France il n'y a que 8% de syndiqués, le gouvernement redoute leur pouvoir de nuisance. L'État a peur du blocage. Et on sait très bien que le principal syndicat, la CGT, a, au niveau des conducteurs de locomotives, une énorme majorité de gens qui sont encartés chez eux. Donc ils tiennent, avec quelques centaines de personnes, quasiment tout le transport ferroviaire en France, et en particulier en Ile-de-France, puisque c'est principalement là où on a vu les difficultés. Donc l'État a peur de ça. Il ne fallait pas mettre les syndicats dans la rue à 5 mois des élections présidentielles. Bon. Et on a vu, le service qui a été rendu. M. Sarkozy s'est fait étriller par tous les syndicats, on n'a rien gagné, à mon avis, on a plus perdu et, entre guillemets, on a acheté du vent. L'enterrement du rapport fait scandale. Résultat, quelques semaines après, Nicolas Sarkozy reçoit Nicolas Perruchot dans son bureau et lui accorde un lot de consolation. Il m'a d'emblée dit « je veux d'abord que tu saches que je ne suis pour rien dans ce qui t'est arrivé ». Le député obtient le vote d'une loi qui impose aux comités d'entreprise de faire certifier leurs comptes. Et là, bizarrement, c'est comme la caverne d'Ali Baba. À peine je suis sorti de l'Élysée, toutes les portes s'ouvrent. Je prépare un texte et il est voté en 3 petites semaines à l'Assemblée, ce qui est sans doute un record du monde. Les députés UMP votent pour ? Les députés UMP
votent pour dans un élan de générosité incroyable vis-à-vis de moi. Et donc, c'est l'Élysée qui leur demande à ce moment-là de voter pour ? Évidemment. Il y a des consignes qui sont données pour dire c'est les modalités du deal. Cette loi, pour assainir la gestion des CE, est entrée en vigueur en janvier 2015. Une petite avancée dans un océan d'opacité. Cette année, la CGT fête ses 120 ans. Son nouveau secrétaire général, Philippe Martinez, s'est engagé à renforcer les règles de vie et de transparence de son syndicat.